Bonjour chers élèves, bienvenue au corrigé du bac blanc numéro 4. J'espère que vous l'avez bien travaillé. Comme d'habitude, je vous conseille dans ces derniers jours de travailler essentiellement les bacs blancs et les anciens examens du baccalauréat. Et c'est avec ça que vous allez détecter quelles sont encore les notions qui vous manquent et que vous n'avez pas encore bien compris. Bien, donc le corrigé, je vais commencer par le premier exercice. Donc j'ai déjà posté ce sujet depuis quelques jours sur la chaîne. Donc premier exercice, on va parler un peu des piles. Donc vous allez voir, c'est un exercice très complet sur les piles, vraiment type qu'on vous pose au baccalauréat. Donc on vous dit une lame d'aluminium de masse 1 gramme est plongée dans 50 millilitres d'une solution de sulfate d'aluminium de concentration 5,10-1. Ensuite, une deuxième lame de cuivre de masse 8,9 grammes est plongée dans une solution de sulfate de cuivre de même volume et de même concentration. Réalisez le schéma annoté de la pile. L'ampèremètre indique que le courant de la circule, ça c'est l'information la plus importante, circule de la plaque du cuivre vers la plaque de l'aluminium à l'extérieur de la pile. Donc faire toujours attention au sens du courant à l'extérieur ou bien dans le poncelin. Précisez en le justifiant la polarité de la pile. Complétez votre schéma en indiquant cette polarité, l'oxyde de réduction et le fonctionnement, l'équation d'oxyde de réduction et le fonctionnement de la pile est donné par, voilà, est donné par cette équation-là. Écrire les équations des réactions qui se produisent à chaque électrode en vendant la constante associée à l'équation 1. Déterminer le quotient initial et par conséquent déterminer le sens conventionnel, le sens de déplacement de cet équilibre est-il cohérent avec le système étudié. Enfin, étude de la pile en fonctionnement. On vous dit déterminer la quantité de matière initiale en mol des réactifs de l'équation chimique. Compléter le tableau suivant. En déduire la valeur de l'avancement maximal. Donc là, il faut savoir quel est le réactif limitant. Calculer la quantité maximale d'électricité que peut débiter cette pile. Voilà les données classiques. Le Faraday, la masse de l'aluminium, la masse molaire du cuivre, les couples redox Cu2+, Cu, aluminium 3+, aluminium solide. Donc je vais tout de suite passer au corrigé de cet exercice. En même temps, donc on va rappeler le principe de fonctionnement d'une pile d'une façon générale. Donc une pile est souvent formée par deux demi-piles. Chaque demi-pile, vous avez un métal qui est plongé dans une solution ionique, dans une solution associée à ce métal. L'aluminium dans L3+, le cuivre dans Cu2+. Ensuite, bien sûr, les deux sont reliés par un fil conducteur et une résistance. Pour comprendre justement le fonctionnement d'une pile, on vous donne toujours une information. Donc soit l'équation, soit le courant. Ici, on vous donne le courant circule de la plaque du cuivre vers la plaque de l'aluminium. Il se peut qu'on vous donne le sens du déplacement des électrons, ou bien on vous dit laquelle est l'anode, laquelle est la cathode, on vous dit laquelle des masses va augmenter, laquelle des concentrations va diminuer. En tout cas, vous avez toujours une information pertinente. Ici, l'information, c'est que le courant circule de la plaque du cuivre vers la plaque de l'aluminium et ça suffit pour déterminer le principe de fonctionnement de cette pile. Voilà le courant. Hop, il circule de quoi? Du cuivre vers de l'aluminium. Si je connais le sens du courant, je peux tout de suite déduire les polarités parce que les électrons circulent dans le sens inverse au déplacement du courant électrique et un électron, il est toujours attiré par une charge positive et repoussé par une charge négative. Donc voilà la borne positive, c'est-à-dire voilà la cathode, donc voilà la pile où se passe la réduction, et voilà l'anode, autrement dit je sais où se passe l'oxydation. Donc je peux déterminer l'équation bilan. Donc voilà la réduction de Ci2+, et voilà l'oxydation des éléments solides. Donc je connais les deux demi-équations, donc je peux déterminer l'équation bilan. Donc là, je suis sûr que c'est la concentration d'Al3+ qui va augmenter et c'est la masse de l'aluminium qui va diminuer. Ça peut être aussi l'information pertinente. De même, je sais ici que c'est le cuivre solide la masse du cuivre solide va augmenter et c'est la concentration de Ci2+ en solution qui va diminuer. Donc voilà pour le fonctionnement de la pile. Déterminer le quotient de réaction initiale. Bon, là, on connaît
les concentrations. Donc, quotient de réaction initiale, on ne tient compte que des éléments aqueux. Donc, bien sûr, on ne tient pas compte de ce qui est solide. Donc, vous voyez, c'est la concentration de l'aluminium au carré. Ne pas oublier ce facteur 2 divisé par la concentration du cuivre au cube. Et ça, on le donne dans l'énoncé. Donc, 5, 10 moins, ils sont égaux. Donc, ça vous donne 2. Or, la constante d'équilibre associée, elle est très très grande, donc 2 est très petit par rapport à K. Donc, le sens de déplacement est bien le sens 1. Donc, c'est le fonctionnement classique de la pile. L'équilibre se déplace dans le sens 1, le sens direct. Bon, déterminer les quantités de matière initiale en mol des réactifs de l'équation chimique et compléter le tableau suivant. Bon, voilà, on nous donne un tableau. Donc, le nombre de mol initial de cuivre, c'est C fois V. Bon, ça, tout est donné 2,510 moins 2. Celle de l'aluminium, on nous donne la masse de l'aluminium. Donc, le nombre de mol, c'est la masse divisée par la masse molaire. Ça me donne 3,710 moins 2. Concentration. Et donc, je connais, voilà, le nombre de mol initial de l'aluminium, le nombre de mol de cuivre. Ça, c'est déjà donné. En cours de réaction, donc, moins 3x, ici moins 2x, ici plus 3x, ici plus 2x. Très important. Bien, quel est le réactif limitant? Donc, on va supposer ça égale à 0, ça égale à 0, et la plus petite valeur de x va nous donner lequel est le réactif limitant. Donc, vous avez 2,510 moins 2 moins 3x égale à 0, ça fait un x max qui est 8,310 moins 3. Si je fais au contraire 3,710 moins 2 moins 2x égale à 0, je trouve 19. Quel est le plus petit? C'est 8,3. Donc, le réactif limitant, c'est Ci2+. Bon, souvent, c'est la solution qui est le réactif limitant dans les piles et non pas l'électrode solide. Donc, c'est les ions Ci2+, qui vont être consommés au fur et à mesure que la fonction, que la pile, bon, je reviens au schéma de la pile. Voilà, donc vous voyez que ici, dans cette électrode, vous avez les Ci2+, qui vont être consommés jusqu'à ce qu'il n'y a plus de Ci2+. Dans ce cas, la pile va arrêter de fonctionner. Bien. Question suivante. Calculer la quantité maximale d'électricité que peut débiter cette pile. Donc là, on connaît quand est-ce que la pile va s'arrêter de fonctionner. On vient de répondre quand il n'y a plus de Ci2+ en solution. Ça veut dire que le nombre de moles final de Ci2+ égale à 0. Autrement dit, X est égal à X max. Parce qu'on a montré que Ci2+, c'est le réactif limitant. Donc, lorsqu'il n'y a plus de Ci2+, la pile va s'arrêter. Ça veut dire lorsque X est égal à X max, tout simplement. Donc, la quantité des matières, donc, qu'est-ce qu'on a dit? La quantité d'électricité débitée. Donc, quand X égale à X max, la pile va débiter. Mais là, il faut faire très attention. C'est le nombre de moles d'électrons échangés, c'est 6X. Donc, vous avez ici Ci2+, donc Ci solide plus 2 électrons. Si je multiplie par 3, vous allez voir plus 6 électrons. Donc, le nombre de moles d'électrons, c'est 6x. Donc, à la fin de la réaction, le nombre final d'électrons échangés, ça sera 6x max. Donc, la quantité d'électricité, bien sûr, c'est le nombre de moles d'électrons fois F. Donc, 6x max fois F. On a calculé x max. F est les données. Donc, l'unité, bien sûr, c'est le coulomb, à condition que x max soit en mol. Donc, ça vous donne une quantité d'électricité de 3,8 10 puissance 3 coulombs. Bon, on peut déterminer le courant associé, c'est delta Q sur delta T. Donc, si je connais la durée de fonctionnement de la pile, par exemple, je peux déterminer le courant équivalent. Ou inversement, si on me donne le courant qui circule, je peux déterminer le temps qu'a duré le fonctionnement de la pile. Donc, voilà pour le premier exercice très complet sur le fonctionnement d'une pile. Et en général, on a pas mal de baccalauréat où ce type d'exercice est posé, bien sûr. Revenons au deuxième exercice de chimie. Le deuxième exercice, c'est un ancien baccalauréat 2014. Donc là, on va étudier l'acide avec l'eau. On mesure la conductivité. Donc voilà, on vous dit, voilà les conductivités ioniques molaires de A- et de H3O+. Ensuite, première partie, étude de la réaction de l'acide avec l'eau. Donc voilà, on vous donne un tableau d'avancement qu'il faut compléter. Les données essentielles, la concentration de l'acide, le volume de la solution. Et trouver l'expression de X
équilibre, l'avancement de la réaction à l'équilibre en fonction de V et puis calculer sa valeur. Montrer que la valeur approchée de pH est 2,73 et calculer le quotient de réaction à l'équilibre. Bien sûr, la donnée importante, c'est, vous l'avez ici, pKa, et voilà, c'est tout ce qu'on a comme données. Bien. Voilà, les données plus importantes, c'est cela que je cherche, c'est la conductivité. Donc la mesure de la conductivité de la solution, c'est 7,8 10-2. Donc tout va être calculé à partir de cette conductivité. Ensuite, le dosage. Bon, schéma du dosage, écrire l'équation de la réaction. On va doser cet acide-là avec l'hydroxyde de sodium. Des questions classiques sur le dosage. Déterminer le coordonnées d'équivalence, calculer la concentration, indiquer la coloration, l'indicateur coloré et puis calculer le rapport. Bon, ça, c'est vraiment des questions classiques. Donc voilà pour le deuxième exercice de chimie. Donc on va étudier l'acide cyclique. C'est un acide carboxylique, d'accord, qui joue le rôle de l'acide ou de l'alcool suivant les conditions de l'expérience. Ici, il va jouer le rôle d'un acide. Donc, il ne faut pas avoir peur de cette formule. Tout ça, on va le remplacer par un acide AH. Et sa base conjuguée, c'est A-. Voilà. On vous donne les conductivités ioniques molaires. Ensuite, l'expression de la conductivité. Et on vous donne la mesure de la conductivité à donner cette valeur-là. Donc là, il faut faire très attention. La conductivité, c'est toujours Siemens par mètre. On vous donne le volume de la solution, la concentration initiale de l'acide. Trouver X équilibre, la valeur de pH à l'équilibre est de 73. Calculer le quotient de réaction. Voilà. Ensuite, on va doser cet acide-là avec une base et vous aurez quelques questions classiques sur le dosage. Donc, je passe à la solution. Bien, tableau d'avancement. Donc, voilà le tableau d'avancement. Bon, ça, tout le monde le sait facilement. Donc, voilà, on veut déterminer X équilibre. Quelle est la donnée physique qu'on connaît? C'est la conductivité. Donc, toujours ici, remarquez bien que la concentration de A- est égale à la concentration d'H3+. Ça, c'est très important. Et les deux, concentration, vous voyez le nombre de moles formé de A-, c'est le même que H3+. Donc tout de suite, je note que la concentration de H3+, est égale à la concentration de A-. C'est quoi la conductivité? C'est lambda A- plus lambda H3+, fois les concentrations. Donc là, je profite du fait que les deux concentrations sont égales et je factorise par X équilibre sur V. Donc vous voyez, donc si je connais sigma, je peux déterminer X équilibre. Si je connais X équilibre, je peux déterminer la conductivité à la fin de la réaction. Donc là, on me donne sigma, donc je peux déterminer tout de suite X équilibre. Et si je connais X équilibre, je peux déterminer H3+. Si je connais H3+, je peux déterminer les pH. Et la même chose, si je connais concentration H3+, je peux déterminer carrément la constante d'acidité de cette équation. Vous voyez, tout est basé sur une grandeur physique. Donc là, faites très attention là à l'application numérique. Pour le sigma, il faut transformer le volume en mètres cubes. D'accord? Donc c'est pourquoi j'ai multiplié ici 0,1 fois 10 moins 3. Donc, et comme ça, je le nombre de moles. Donc parce que sigma, il est exprimé en mètres. Donc faites très attention. Quand vous travaillez avec les conductivités, les volumes doivent être en mètres. Donc n'oubliez pas de transformer le litre en mètres cubes. Je rappelle, un litre, c'est 10 moins 3 mètres cubes. Bon voilà, si je connais le pH, je peux déterminer maintenant la concentration de H3+, c'est 1,86 10 moins 4 divisé par le volume. Cette fois-ci, je peux le laisser en litres et comme ça, j'ai la concentration en mol par litre. Donc le pH, bien sûr, c'est moins log H3+, ça me donne 2,73. Donc calcul de la constante d'équilibre, qui est en fait la constante d'acidité de cet acide. C'est la concentration de H3+ au carré divisé par AH. Bon, concentration de H3+, on vient le déterminer. Il nous reste la concentration de AH. D'après le tableau d'avancement, c'est CV moins X équilibre sur le volume de la solution. Je connais X équilibre, je connais C, donc je peux déterminer AH à l'équilibre. Donc voilà, j'ai trouvé 3, 14, 10, moins 4. H3+ est égal à A-, donc je peux déterminer constante d'équilibre, c'est 10 moins 3. Donc vous voyez bien, c'est très peu, donc la constante d'équilibre, donc Ka il est faible, donc la réaction bien sûr n'est pas totale. Bon, dosage maintenant de l'acide avec l'hydroxyde. Voilà le schéma, c'est absolument connaître. Ici la nomenclature aussi, agitateur magnétique, un pH mètre, un bécher,
Là, on met ce qu'on va doser, c'est l'acide. Là, on met la solution avec laquelle on va doser, c'est NaOH. Et ici, vous avez la burette. Bon, l'équation de réaction, bien sûr, c'est AH plus OH- avec une seule flèche dans H2O plus A-. Et on nous donne la valeur de pH en fonction du volume de la base versée. Pour déterminer le point d'équivalence, on trace la tangente. On a un point juste avant l'inflexion. On a un point juste après l'inflexion. La perpendiculaire à ces deux tangentes, la moitié, la parallèle, et qui passe par la moitié de cette droite, va couper la courbe au point de coordonnées VBE. Et sur la courbe, je lis VBE, c'est à peu près 15 millilitres. Et le pH à l'équivalence, c'est 8. Donc ça, c'est... Voilà les choses importantes qu'on a déterminées. Donc si je connais VBE à l'équilibre, j'utilise la relation de l'équivalence. Quantité de matière de l'acide présente à T égale à 0 est égale à la quantité de matière de la base versée à l'équivalence. Donc ça me donne C'A égale 0,2 mol par litre. Bon, quel est l'indicateur coloré? Ça dépend du pH à l'équivalence. Il est 8. Il se trouve dans la zone de virage de rouge de chrysol. Donc c'est celui qui convient. Enfin, on nous demande de calculer le rapport pour V égale à 6 ml. Pour calculer le rapport, il suffit de connaître le pH, parce que je connais déjà le Ka, donc je connais le pKa. Donc, constante d'équilibre, je le pKa égale à pH plus log de A- sur AH. Je vais vers la courbe. Je regarde que pour VBE égale à 6, la valeur de pH, c'est 2,8. Donc, le rapport, c'est 10 à la puissance pH moins pKa. Et ça me donne 0,63. Donc, voilà pour la partie chimie. Donc cette partie-là n'est pas contenue dans le programme de cette année. Donc le cadre référentiel n'inclut pas l'estérification. Mais je vais la faire juste pour ceux qui ont d'autres pays qui ont déjà fait la réaction d'estérification. La réaction, c'est bien sûr un alcool plus un acide donne ester plus l'eau. Pour calculer le rendement, c'est juste Xmax sur N0, donc mélange stéchéométrique, donc Xmax est égal à N1. Et le rendement est donc nombre de moles à l'équilibre divisé par Xmax et ça vous donne 7,7%. Donc là, des questions de cours pour méthode pour augmenter le rendement. Il faut éliminer l'eau, comme ça on favorise la réaction dans le sens 1, ou bien augmenter la concentration d'un des réactifs. Donc voilà, pour favoriser la réaction dans le sens direct, soit on diminue les produits, soit on augmente la concentration des réactifs. Voilà, on passe à la question sur les ondes. On vous dit là, deux hommes veulent mesurer la vitesse de propagation du son. Ils utilisent deux bateaux qui sont séparés par 13 km et ils opèrent pendant la nuit. Et on crée un coup ici. Donc, voilà, dans l'un des premiers bateaux, l'un des frappe avec un marteau. Donc, on frappe sur le premier bateau. Une cloche de bronze immergée dans l'eau et produit simultanément un éclair. Et dans le second bateau, l'expérimentateur est muni d'un stéthoscope relié à un cornet acoustique émergé et d'un chronomètre et il trouve une vitesse de 1500 mètres par seconde. Donc là, il frappe avec un marteau et en même temps vous avez un éclair et avec ça, ils arrivent à mesurer la vitesse de propagation du son. D'accord? Bon là, nous on va utiliser autre chose, donc étude du son dans différents milieux. Vous avez deux élèves de terminale décident de mesurer la célérité du son dans l'air. Ils enregistrent avec un oscilloscope la tension électrique qui apparaît au bord de deux microphones. Donc vous avez un microphone 1 et un microphone 2 situés séparés de 13,6 cm. L'un de l'autre est placé au voisinage d'un claquoir produisant un clap sonore. Hop, vous avez un petit sonore qui dure un laps de temps. Les deux microphones sont reliés respectivement au A et B de l'oscilloscope avec une vitesse de balayage de 50 microsecondes par division. Et voilà ce qu'ils obtiennent sur leur oscillo. Une onde sonore est-il une onde transversale ou longitudinale? Calculer la célérité du son dans l'air lors de cette expérience-là. La célérité est-elle plus grande dans l'eau ou dans l'air? On vous donne dans l'acier il est de 5500 mètres par seconde que vous pouvez conclure. Ensuite, sous une cloche à vide, donc on met du vide, on n'entend pas un réveil qui sonne. Quelle propriété des ondes sonores mettant en évidence lors de cette expérience? Et enfin,
Lors de l'expérience qu'on a décrite dans l'énoncé, telle qu'elle est décrite en introduction, quelle est la grandeur qui manque pour déterminer la célérité du son dans l'eau? Calculez cette grandeur. Ensuite, pourquoi cette expérience est-elle faite de nuit? Voilà. Donc l'expérience, donc là, Golden et Stern ont essayé de mesurer la propagation du son dans l'eau, hein, d'accord? Et il travaille pendant la nuit et l'éclair, en fait, il est utilisé juste pour détecter l'instant où l'onde sonore a été émise. Ondes sonores périodiques, cette fois-ci, donc là, c'est des ondes sonores qui durent un laps de temps, euh, ce qu'on appelle des salves, hein, ça veut dire des signaux qui durent une courte durée, delta t. Maintenant, on va travailler avec des ondes périodiques. La même chose, les deux microphones sont séparés d'une distance d, sont maintenant placés sur l'axe de symétrie d'un haut-parleur, produisant une onde sonore sinusoïdale de fréquence réglable. La vitesse de balayage, c'est 20. Détermine la période et la fréquence à partir de ce schéma-là qu'on obtient sur l'oscilloscope. On vous dit la courbe représentée en A fixe sur l'écran. On éloigne lentement M2 du microphone M1. On constate que la voix 2 se décale. Pourquoi il y a ce décalage? Ensuite, on constate que l'amplitude diminue. À quoi est due cette diminution? Vous voyez bien, l'amplitude a diminué un petit peu. On place le microphone M2 en une position telle que le maximum des deux courbes observées sur l'écran soit obtenu au même instant. On éloigne ensuite M2. Donc, une fois que les deux signaux se coïncident, qu'est-ce qu'on va faire? On va éloigner 1 et on observe quoi? Que la coïncidence se reproduit 10 fois pour une distance de 34 cm. Pourquoi est-il préférable de relever la distance pour 10 coïncidences plutôt qu'une seule? Quelle est la longueur d'onde? Ensuite, calculer la célérité de ce son dans l'air. Si on éloigne maintenant le microphone M2 d'une distance 1,7, comment seront les deux courbes? En phase, en opposition de phase, en quadrature de phase? Justifiez votre réponse. Ensuite, on vous dit l'air peut-elle considéré comme un milieu non dispersif pour les ondes sonores? Justifiez votre réponse. Qu'est-ce que c'est qu'un milieu non dispersif? Si on diminue la fréquence de l'onde sonore produite par le haut-parleur, comment varie la longueur d'onde? Justifiez votre réponse. Pourrait-on faire la même expérience qu'à la question de 3 pour un son de fréquence très très faible, 20 Hz? Justifiez votre réponse. Donc voilà pour l'exercice sur les ondes. Bien, donc commençons par les questions de cours. Une onde sonore est-elle une onde transversale ou longitudinale? Ça, je ne sais pas combien de fois on l'a fait. Bien sûr, c'est une onde longitudinale car la direction de perturbation est parallèle à la direction de propagation de l'onde. Calculer la célérité du son dans l'air. Donc là, on connaît la distance entre les deux. La distance entre les deux, les deux récepteurs, c'est 13,6. Et qu'est-ce que je peux déduire à partir de l'oscilloscope? Le temps qui sépare le premier signal émis et le signal reçu par le premier et le signal reçu par le deuxième. Donc à partir de l'oscillo, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sachant qu'une division correspond à 50 microsecondes, ça vous donne 8 fois 50, 10 moins 6 secondes. Et ça vous donne une vitesse de 340 mètres par seconde. La célérité de son son est-elle plus grande dans l'eau ou dans l'air? Dans l'acier. Donc là, on a trouvé 340 mètres par seconde dans l'air. Et plus grande dans l'eau, bien sûr, que dans l'air. Et pour les milieux de propagation et rigides, plus la célérité est grande. Donc, ça, vous le savez, la vitesse du son dans un solide est supérieure à celle dans un liquide, est supérieure à celle dans l'air, parce que la densité d'un solide, justement, est supérieure à la densité d'un liquide et supérieure à la densité dans l'air. Donc, si j'ai une cloche à vide, on n'entend rien. Pourquoi? Tout simplement parce que les ondes sonores ne peuvent pas se propager dans le vide. C'est ça qui différencie les ondes sonores des ondes électromagnétiques. Donc les ondes électromagnétiques peuvent se propager dans le vide, alors que les ondes sonores ont besoin d'un milieu matériel parce que justement, le principe de propagation des ondes sonores, c'est la variation de la densité du milieu. Donc la densité, par exemple, quand je parle, la densité de l'air va changer et cette variation de la densité qui se propage. Donc revenons à l'expérience décrite dans l'énoncé.
quelle est la grandeur qui manque pour déterminer la célérité? Bon, on connaît la distance entre là on émet l'onde et le bateau, mais on ne connaît pas le temps. Donc ce qui manque, c'est le temps mis par l'onde pour parcourir 30 km. Calculer cette grandeur. Eh bien, la vitesse, puisqu'on connaît la vitesse, la distance sur la vitesse, le temps c'est la distance sur la vitesse, donc ça vous donne 8,7 secondes. Donc le son va mettre 8,7 secondes pour arriver au bateau. Pourquoi cette expérience est-elle faite de nuit? Bon, vous voyez, les deux personnes utilisent l'éclair pour savoir justement le temps au land émis, d'accord? Et pour observer un éclair pendant la journée, ça sera difficile. Donc, c'est pourquoi ils travaillent la nuit. Donc, le temps mis par l'éclair pour parcourir 30 km, bien sûr, ça, on peut le considérer comme le temps de l'émission de l'onde, parce que l'éclair, lui, il se propage avec la vitesse de la lumière, et la vitesse de la lumière, c'est 3,10 puissance 8 km par seconde. Donc, pour parcourir 13 000 mètres, bon, il faut, je vous laisse le choix de faire le calcul, uniquement 43 microsecondes. Donc, on peut supposer que le temps où la lumière est émise par la première personne et le temps d'émission est pratiquement le temps. Autrement dit, on peut négliger le temps que met la lumière entre le bateau et là on crée les ondes sonores. J'espère que vous avez compris un peu le principe. Vous avez une personne ici, le bateau il est très loin, à une distance de 13 km. Donc au moment où il va créer un clac dans l'eau, bien sûr une onde sonore dans l'eau, en même temps il va créer un éclair. Et la personne ici va recevoir cet éclair au bout de 43 microsecondes. Donc on va supposer que ce temps-là, c'est justement le temps où l'onde a commencé à se propager. Et bien sûr, l'onde, elle va durer la propagation de l'onde sonore dans l'eau va durer 8,7 secondes devant 43 microsecondes, c'est négligeable. Maintenant, on va passer aux ondes périodiques. Bien sûr, si vous connaissez la courbe quoi correspond une division, la période, c'est la distance entre deux maximums consécutifs. Ça vous donne 100 microsecondes. La fréquence 1 sur la période. Ensuite, l'oscilloscope est synchronisé sur la voie A. La courbe enregistrée sur A est fixe sur l'écran. On éloigne lentement 2. Donc on peut dire tout de suite, c'est la courbe 2, c'est celle-là. Même si on ne la donne pas ici, il se peut qu'on vous dise associer la courbe A, laquelle est la courbe A et laquelle est la courbe B. Eh bien, pourquoi on va dire que c'est celle-là qui est la voie B? Parce que quand j'éloigne le microphone, l'onde va parcourir une distance plus grande, donc son amplitude va diminuer. Donc ensuite, vous avez un décalage entre les deux, et ce décalage il est lié à la distance qu'on va mettre l'onde entre le microphone A et le microphone 2. Donc pourquoi il y a diminution? Bien sûr, donc on me dit parce que quand l'onde se propage, son amplitude diminue. Maintenant, on place le microphone M2 tel que les deux courbes se coïncident. Ensuite, je le déplace jusqu'à ce que cette coïncidence se reproduise 10 fois. Pourquoi est-il préférable de faire 10 coïncidences? Tout simplement, plus le nombre d'ondes de périodes qu'on va mesurer est grand, plus la durée va être importante, donc on va faire une erreur plus petite, d'accord? Pour améliorer tout simplement la précision sur la valeur de la longueur d'onde. Maintenant, pour calculer cette longueur d'onde, 10 coïncidences correspond à une distance de 0,34, donc lambda, ça veut dire 10 coïncidences, ça veut dire la distance parcourue, c'est 10 fois lambda. Donc là, ça vous donne une longueur d'onde de 3,4 cm. Bon, calculer la célérité, c'est toujours là. Vous regardez la vitesse, on peut le calculer de différentes façons. Mais là, on connaît lambda et on connaît la période. Donc lambda, c'est TV. Donc la vitesse, c'est lambda fois la fréquence. Toujours la relation fondamentale, lambda, c'est TV. Donc V est égal à lambda fois F et ça vous donne justement 340 mètres par seconde. Vous voyez qu'on retrouve la vitesse du son dans l'air. Donc s'éloigne maintenant M2 d'une distance 1,7. Comment sont les deux courbes? Donc pour comparer l'aspect ou bien l'élongation de deux points qui sont séparés d'une distance D, il faut toujours faire le rapport entre cette distance et la longueur d'onde. Et si je fais D' sur lambda, je trouve tout simplement, vous voyez lambda c'est 3,4 et 1,7 c'est la moitié de 3,4. Donc D' c'est lambda sur 2,
donc ils seront en opposition de phase. C'est-à-dire si l'une est maximale, l'autre va être minimale. Bien ensuite, l'air peut être considéré comme un milieu non dispersif pour les ondes sonores étudiées. Qu'est-ce qu'un milieu dispersif? Non dispersif, pardon, bien sûr, c'est un milieu où la célérité des ondes ne varie pas en fonction de la fréquence. Bon, si la célérité dépend de la fréquence, on va avoir des problèmes à nous entendre. Donc il y aura beaucoup de problèmes de l'audition. Donc si on diminue la fréquence de l'onde sonore produite par le haut-parleur, comment varie la longueur d'onde? Bon là vous raisonnez juste par la formule, vous avez V, la vitesse L ne dépend, non dispersif, si la célérité ne varie pas en fonction de la fréquence, donc vous voyez V est égal à lambda fois F est égal à une constante, donc si F diminue, ça veut dire la longueur d'onde augmente, donc de telle façon que le produit, lui, il reste constant. Donc si la fréquence diminue, la longueur d'onde augmente. Pourrait-on faire la même expérience qu'a fait les deux étudiants avec un son de 20 Hz? Bon là, ça va être difficile. Pourquoi? Parce que si la fréquence est 20 Hz, ça correspond à une longueur d'onde de 17 mètres. Et la longueur d'onde est très grande et trop grande pour pouvoir réaliser cette expérience. Pourquoi? Au bout de 17 mètres, l'amplitude va diminuer énormément et donc le signal va être très faible. Donc vous voyez, c'est pourquoi on utilise les hautes fréquences. Bon, voilà pour la partie onde. Donc voilà, je vais arrêter cette première partie ici, comme ça la vidéo ne sera pas très longue. Et dans la deuxième partie, je vais traiter l'exercice 4 et l'exercice 5, c'est-à-dire un exercice où vous avez une partie du nucléaire, une partie d'un circuit RC et un exercice sur les lois de Newton. Donc voilà. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne, ceux qui ne sont pas encore abonnés, partagez-la avec vos amis et bientôt vous aurez le bac blanc numéro 5 qui sera encore plus complet que les précédents. Voilà, bon courage et à bientôt.